Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Multi 21. Je suis une nouvelle fois accompagné de Clément, président, fondateur et directeur des opérations marketing de BMC Music Group. Bonsoir. Je me présente, Aurélien, euh, fondateur et rédacteur en chef de formulemoyen.com. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le sport auto à travers le 7e art. Tout à fait. Alors, je pense qu'on pourra diviser cet épisode en deux parties. On va d'abord traiter des films hors F1, euh, des films autres que ceux traitant du Formula One jeu. Et après, nous traiterons les quelques films qui ont osé parler d'un personnage ou d'une saison de Formule 1. Mon cher Aurélien, y a-t-il des films dans le sport auto de manière générale qui t'ont marqué? Bien sûr. Alors, directement, je pense à Rush, film sorti en 2013 et réalisé par Ron Howard. Tout à fait. Le film, en quelques mots, raconte la rivalité entre James Hunt, pilote McLaren, et Niki Lauda, pilote Ferrari, durant les années 1970 en Formule 1. Tout à fait. C'est un film sur lequel on va revenir plus tard parce qu'il est plutôt important et t'as pas mal de choses toi à dire sur le sujet en plus. Exactement, exactement. Oui. Et toi, Clément, est-ce que tu as un film qui te marque, qui t'a marqué quand tu étais gamin? Écoute, si on parle des films quand j'étais gamin, il y en a deux, un dont on pourrait parler et l'autre non. Celui dont on va pas parler, c'est Les Nouvelles Aventures de la Coccinelle avec Lindsay Lohan, dans lequel elle participe à des courses de NASCAR avec sa voiture. Donc c'est un moment assez gênant et comme beaucoup de films de sport, c'est une caricature, donc on n'en parlera pas. Et un autre dont on peut parler, c'est Cards, le premier épisode, qui est un film plutôt bien réalisé, qui traite plutôt pas mal du sport auto, qui est assez réaliste dans sa manière de construire les courses au niveau de la NASCAR, même si c'est des voitures humanifiées, qui reprend tous les éléments, voilà, la Piston Cup comme coupe finale, 43 voitures sur la piste, les anneaux de nuit, de jour, enfin c'est plutôt bien fait. Et Exactement. je trouve que c'est un plutôt beau film, ouais. Ah oui, 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 bah, je l'ai vu plus d'une fois d'ailleurs. Et à chaque fois que je le regarde, bah, j'ai l'impression de le voir pour la première fois. Exactement. Et puis c'est ouais. Et en fait le sport auto sert un peu de carcasse au film pour évoquer les vrais sujets comme toujours chez Pixar, mais c'est très bien fait. La partie sport auto, ils s'en jettent pas comme ça juste pour faire une excuse. Ils développent tout un truc autour et tout l'univers autour est très recherché. On sent que les mecs de chez Pixar ont vraiment fouillé leur sujet avant de faire ce film Ouais, là. Et c'est plutôt ouais, agréable du coup de le regarder quand t'aimes le sport auto et quand t'aimes la NASCAR. Même si t'aimes pas la NASCAR, t'aimes juste le sport auto. ouais, ouais, exact, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, si on part de ce propos-là, de films, bon, on va parler du coup de films qui parlent de sport auto américain, qui sont peut-être beaucoup moins travaillés sur le sujet. On pourrait parler d'un film sorti en 2001 et ayant comme acteur principal Sylvester Stallone. Mon cher Aurélien, je te laisse nous parler de Driven. Alors, Driven, film fantastique, réalisé par Renny Harlin, et dans le rôle principal, notre cher Sylvester Stallone. Qui joue Alors, Joe Tanto. exactement, qui joue le rôle de Jotanto, pilote de kart. Donc le kart, c'est pour vulgariser la Formule 1 américaine des années 90, Voilà, c'est qui est carte ensuite, C-A-R-T. C'est pas carte exactement, karting. CART, Ouais. qui est ensuite devenu le Champ Car, et puis qui en 2008 s'est réunifié avec l'IndyCar pour devenir l'IndyCar. Donc, alors, pour la petite histoire, Stallone voulait, à la fin des années 90, faire un film donc type Driven, mais non pas sur le kart, mais sur la Formule 1. Stallone, d'ailleurs, sur la saison 98, s'était déplacé sur plusieurs circuits. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Bernie Ecclestone, donc le gourou à l'époque de la Formule 1, qui lui avait fait comprendre que ça allait pas être possible. Donc au final, Stallone, assez vexé, s'est rabattu sur le kart, qui de toute façon était beaucoup plus ouvert niveau tournage ou niveau utilisation des voitures pour tourner. Et donc du coup, bah, bon, Driven au final c'est un bon film de série B quoi.
le champion, la gloire passée, qui a décidé de prendre sa retraite, qui n'a plus rien à prouver, qui finalement revient. Il a assisté d'un jeune loup. Enfin bon, c'est c'est pas à prendre au sérieux en tout cas. N'est-ce Ouais. pas, Clément? Quand tu regardes, moi je me souviens, il y a deux choses qui me marquent dans ce film. La première, c'est la course-poursuite dans Las Vegas, où il Ouais, a. exactement. Alors il sort, je sais plus si c'est d'une boîte de nuit, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose, un nightclub, un truc comme ça. Un Ouais. nightclub, il sort, il monte directement dans sa chambre car, sans casque ni rien, et il part poursuivre quelqu'un dans les rues de Las Vegas. Alors, je sais pas si vous savez ce qu'est de se prendre du vent à 250 km/h, mais on a plus de visage, tout est déformé. Et lui a un brushing parfait et juste plisse les yeux pour éviter les mouches. Et donc ça c'est irréaliste au possible et c'est quelque chose bah, quand tu le regardes t'es limite un peu gêné je trouve. C'est pas. C'est ça, c'est ça. Mais même les scènes d'accidents sont mal faites. Bon, comme c'est un film américain, des accidents, il y en a à l'appel. Hmm. Et malheureusement, toutes les scènes d'accidents sont ratées. Bah, je pense à la dernière course du film où Stallone a une de ses roues cassées et arrive à piloter sur le circuit avec sa roue complètement brisée. Il arrive à suivre les autres et après il part dans un accident. Je crois qu'il fait 8 tours sur lui-même à la fin, quelque chose comme ça, avant de franchir la ligne d'arrivée. Enfin, c'est absolument enfin, c'est pitoyable. Genre, il fait la moitié de la course comme ça. C'est dans une 3D mal faite. Enfin, un enfant de 8 ans n'y croit pas. Et, Ah, ça, c'est sûr. c'est réalisé sans pression, comme si la vraie vie c'était ça. Et le pire, c'est qu'il y a pas mal de pilotes qui ont accepté de jouer dans ce film-là, quoi. Ah, Des Villeneuve, c'est des ça. Alesi, des Montoya, des Canan. Enfin, c'est un peu effarant. Exactement. Moi, j'ai plutôt en tête l'accident de Memo Moreno, donc joué par Christian de la Fuente. Donc, bon, déjà, c'est juste avant l'accident, il y a une scène cliché au possible où Moreno va voir sa femme en lui disant je t'aime. Sa femme lui dit je suis enceinte de toi ou je sais pas trop quoi, tu vas être papa, une connerie comme ça. Enfin, Et tu puis, sens la chose arriver, mais ouais, voilà, tu à sens 8. à 8 milliards de kilomètres. Et donc 5 minutes plus tard, on tombe sur Moreno en pleine course qui se prend une voiture arrêtée, je sais pas trop quoi. Il y a une espèce de flashback sur la voiture qui s'envole dans les cieux. Limite, il y a des colombes qui s'envolent en même temps dans les airs. C'est vraiment n'importe quoi. Et ouais, au final, tout ça pour dire que Driven, à le regarder une fois, hmm, vraiment débrancher son cerveau avant de le regarder. Le regarder peut-être avec des potes Ouais, enfin, faut regarder ça et si rire. vous êtes fan de Rire Stallone, surtout. pas si vous êtes fan de sport auto. C'est vraiment genre, si vous aimez, si vous voulez voir un vrai film de sport auto, c'est pas du tout le cas. Ah ouais, ça C'est c'est une, du divertissement, ouais, ça. c'est une série B, c'est quelque chose de. Mais bon. Bon, c'est quelque chose de marrant. Il y a aussi dans le même genre qui est sorti des années avant, Jour de tonnerre, Exactement, exactement. Days of Thunder Days of en anglais Thunder, dans le avec texte. Brad Pitt dans le rôle principal. Est-ce que tu peux Avec nous Tom parler de ce Cruise film? dans le rôle principal. Avec Tom Cruise, pardon. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je parle de Ah, mais Brad Pitt y a, actuellement. y a Euh, pas de souci, hein. donc Tom Cruise qui joue un pilote cette fois-ci de NASCAR, Cole Exactement, Trickle. exactement. Bah, comme c'est un film, américain, on n'est pas vraiment sur du sport auto international, c'est vraiment du sport 100% américain comme pour Cars et comme pour Driven. Donc là, c'est de la NASCAR. Et bon, j'ai vu ce film il y a quelques années et je vais pas vous mentir, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. De ce que je me souviens, c'est donc Tom Cruise, a.k.a. Cole Trickle. C'est un jeune loup américain qui fait ses gammes, qui un jour connaît un accident de la route et à l'hôpital, il va rencontrer Nicole Kidman et il va tomber amoureux de Nicole Kidman et après il va retourner sur la piste, il va avoir un ennemi à battre, il va le battre, et, il repart avec la coupe et il repart bien sûr avec la femme. C'est un film complètement classique comme on peut en voir 600 milliards dans le cinéma hollywoodien où le sport sert juste d'excuse et tu sens que bah, en fait quand tu fais le parallèle avec Cards entre comment l'univers de la NASCAR a été étudié dans Cards et l'univers de la NASCAR a été étudié dans Days of Thunder, enfin t'as
t'as l'impression qu'il y en a un, enfin il y en a un des deux c'est un film pour enfants, mais en fait c'est l'autre. Il y en a un des deux qui est mal étudié ou c'est pas crédible. Days of Thunder c'est un peu comme Driven, c'est des films où l'univers automobile est pas super crédible, je trouve. C'est ça. Mais bon, comparé à Driven, Oui, c'est mieux, c'est mieux. Days of Thunder, oui, c'est voilà, Mais Driven, je suis pas c'est sûr qu'on moins ait too fait much, pire. on va dire. Ouais, c'est moins pire, c'est moins pire. Si on parle d'un autre film de sport auto qui a été fait en France, on peut parler du film Michel Vaillant, Exactement. qui donc se résume aux aventures de donc les deux protagonistes principaux de la série Michel Vaillant, c'est-à-dire Michel Vaillant et Steve Watson, qui participent aux 24 heures du Mans. Alors, je sais pas si toi t'as aimé ce film, Aurélien. Euh, non, non. Je- Bah, le film est sorti en 2003, mais je l'ai vu que bien plus tard, donc je n'avais pas mes yeux d'enfant pour le voir. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas réellement kiffé. Donc réalisé par Luc Besson, ce film Michel Vaillant, et là aussi là aussi too much, mais en même temps quelque part, euh, c'est assez dur de faire un film Michel Vaillant. Parce que dans les BD, des accidents, des histoires d'amour ou autres, il y en a tout le temps, il y en a à toutes les pages. Mais comme c'est sur papier, ça passe toujours. Par contre, mettre ça sur pellicule, c'est difficile de faire ça sans faire too much, justement. Tout à fait. Et puis l'univers de Michel Vaillant, les premiers livres, ça doit être dans les années 60, si je me souviens bien. Les derniers, c'est encore actuel. Il y a une nouvelle série qui est sortie. Et le Exactement, oui. souci, c'est que ça dure sur 50 ans, sur 60 ans, que c'est quelque chose de très vaste, où chaque épisode en fait est focalisé sur une épreuve de sport auto. Ça peut être Monaco, Macao, le Paris-Dakar, des choses comme ça. Et à chaque fois, du coup, Jean Graton à l'époque, et maintenant je sais plus qui c'est qui les réalise, les livres, mais prenait le temps de placer son univers en fait. Et là, le problème, c'est qu'il y a 4 ou 5 BD mélangés. Dans ce film-là, Julie Wood, qui est une amie américaine de Michel Vaillant et qui normalement sort avec son meilleur ami, l'américain Steve Watson, bah, cette fois-ci elle sort avec Michel Vaillant. Donc c'est à dire que quand tu as lu 50 ans de BD pour ceux qui lisaient depuis le début, et quand tu as lu même 4-5 ans de BD comme bah, nous, parce qu'on est beaucoup plus jeunes, bah, tu te retrouves avec une histoire qui est complètement l'opposé de ce que tu as lu sur 10-15 BD, quoi. Ah, exactement, Et, exactement. et à tel point que bah, après ce film-là, Jean Graton et Philippe Graton ont dû refaire une BD adaptée du film. C'était dans l'autre sens pour expliquer que bah, c'était une histoire parallèle qui pouvait marcher. Et en enlevant le côté, l'union entre Julie Wood et Michel Vaillant, parce que c'était quelque chose qui était complètement en dehors de. Enfin, anachronique par rapport à la série. Et, et c'est un film qui est assez raté déjà bah, par rapport à l'univers Michel Vaillant, mais qui est aussi assez raté par rapport au sport auto, parce qu'il traite un peu de rallye, mais c'est fait de façon absolument ignoble, avec Exact. une étape dans la neige qui termine sur un lac de glace avec un pauvre chronométreur qui est là à attendre les pilotes. Où ils font une course, je crois qu'ils sont plusieurs voitures en même temps à atteindre l'arrivée. Oui, ouais, une espèce de super stage ou je sais pas Ouais, trop voilà, quoi, alors mais que théoriquement en rallye ils partent les uns derrière les autres, là ils sont trois en même temps, ou deux en même temps, je sais plus. Après les 24 heures du Mans, ils ont un problème avec les voitures, ils font rejoindre les voitures par autoroute en conduisant sur l'autoroute les protos. Enfin, ouais. c'est absolument irréaliste, et même quand t'as un enfant de 9-10 ans, tu comprends que c'est pas possible, quoi. Ah, C'est... ce qui m'a surtout marqué dans ce Michel Vaillant, c'est un moment, donc Michel part faire un tour du circuit Le Mans Ah purée, ah avec une oui, voiture oui, de série parle-en ça, et ça c'est... on lui cache les yeux et il demande juste à ce que Diane Kruger qui joue le rôle de Julie Wood lui annonce les panneaux 100 mètres Tout à fait. et pour qu'il se repère sur le freinage et donc en fait il fait un tour quasiment parfait, c'est-à-dire il prend la corde à chaque fois, il freine vraiment au bon moment et bon, voilà, c'est il y a pas à débattre là-dessus, c'est de trop quoi. Ouais, dans aucune BD Michel Vaillant tu vois ça, parce qu'à chaque fois Exactement. il y a le souci du respect du sport auto qui était évoqué dans toutes les BD. Et là, Luc Besson et ses petits copains ont décidé
de nous tartiner Michel Vaillant à une espèce de sauce super-héros capable de deviner la route avec 3 panneaux. Enfin, c'est assez, c'est assez dérangeant certaines scènes. Tu t'as pas l'impression de voir un film réel. Enfin, tu sais que c'est pas du tout. Enfin, tu sens pas là. À aucun moment t'as envie de t'attacher aux gens parce que c'est pas du tout réaliste. C'est pas du tout. J'ai Voilà, c'est un film qui ne nous marque pas. Oui, voilà. Film, bah, je le conseille pas de le regarder, contrairement à Driven, qui Driven a quand même un petit côté entertainment et assez drôle, mais Oui, Michel Vaillant, voilà quoi. oui, non, ne perdez pas votre Franchement, temps. ouais, exactement. Et malheureusement, il n'y a pas plus de films sur le sport auto en F1, ou très peu, hein, et on a à peu près fait le tour. Oh, il y en a un Ah, qui est sorti en 1971 avec un certain Steve McQueen. oula, tu fais bien de le rappeler, j'allais passer à la partie F1, tout à fait, Exactement. Exactement. Le Mans, du coup, qui, comme son nom l'indique, parle des 24 heures du Mans. tout à fait. C'est un film assez emblématique de Steve McQueen, qui d'ailleurs voulait courir les 24 heures du Mans. Je Exactement. sais pas si toi tu as plus d'histoire à ce Exact, sujet. exactement, ouais. Alors en fait, le tournage était vraiment très chaotique. Les scénaristes et même les directeurs se sont relayés parce que McQueen n'était vraiment pas satisfait avec ce que Hollywood imposait. Et en fait, donc le film est sorti en 71, mais le tournage a été fait en 70, a commencé en juin, donc pendant la course des 24 heures. Et à la base, McQueen aurait aimé et aurait dû courir sur une Porsche 917, les fameuses Porsche aux couleurs Gulf, donc bleu ciel et orange. Et puis au final, bon, les assurances et tout le tralala ont fait que McQueen n'a finalement pas conduit. D'ailleurs, il y a toujours cette rumeur qui court et qu'on on ne saura jamais la réalité là-dessus. C'est est-ce qu'il a réellement conduit les 24 heures du Mans sous une identité cachée, dans un des remplaçant un des pilotes. Euh, Exactement, oui, il y a cette rumeur qui court. Ça m'étonnerait pas parce que McQueen, c'était un acteur qui était vraiment amoureux du sport automobile. En plus des 24 heures, il a couru plusieurs courses aux États-Unis dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Le Mans, c'est le film, je crois, qui a causé sa perte parce que ça l'a mis en faillite de mémoire. Exactement, ouais, et ça l'a mis en faillite, et même au niveau mental, McQueen n'était plus le même après le film. Ça a vraiment drainé toute son énergie. Et puis en plus, au final, le film, quand il est sorti en 71, ça a été un véritable flop. Ouais, c'est un Il s'est four, fait hein, ça marche assassiner, pas. Mm. il s'est fait assassiner par la critique. En fait, bon, le Mans, c'est un film de 106 minutes, et 90% du temps, c'est des bruits de Porsche, de Ferrari, et pas de dialogue. Déjà, quasiment pas de scénario. Il y a une vague histoire d'amour, mais on sent que le film s'est davantage concentré sur les voitures plutôt que sur la romance entre Bah, McQueen et... c'est un hommage à la course plutôt qu'un film fait autour de la course. Exactement. Bah, c'est ce que McQueen voulait au départ. Tout à fait, ouais. Et c'est et c'est pour ça qu'il voulait aussi participer aux 24 heures du Mans. C'est son amour pour cette course qui l'a fait venir ici. Je sais pas du coup si t'as Exactement. d'autres films toi en dehors de la Alors, en F1. dehors de la F1, non. Je pense qu'on a fait le tour. Malheureusement, on a fait le tour, il n'y en a pas plus que ça, il n'y en a pas plus d'intéressant que ça. Si on parle de F1, alors on va parler d'abord de 2 documentaires, Senna et Exactement. Weekend of a Champion. Je sais pas si tu veux parler d'un des deux, de Senna. Je veux bien parler de Senna. Vas-y, Donc, moi je parle de Senna, Weekend. c'est très bien. Alors, Senna, documentaire sorti en 2010 et réalisé par Asif Kapadia. Alors, pour faire simple, ça retrace l'histoire d'Ayrton Senna, de ses débuts en Formule 1, donc en 1984, jusqu'à sa mort, arrivée tragiquement lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Alors, dans ce film, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de, de vidéos de Senna quand il était avec sa famille, etc.
plus que d'intervenants qui viennent et qui parlent d'Ayrton Senna. Alors voilà, il était comme ça. Là, on voit vraiment Senna dans son intimité, comment il était, que ce soit sur la piste et hors de la piste. D'ailleurs, dans ce documentaire, ce qui m'a le plus marqué, c'était son altercation avec Jean-Marie Balestre. C'était à Hockenheim, je crois. Alors pour faire simple, il y avait une espèce de cône qui délimitait les chicanes sur un circuit comme Hockenheim, donc un circuit qui se prend, enfin le tour se fait à genre moins de 280 km/h de Bah, c'était moyenne. l'époque où on passait C'est dans un la filet forêt à rapide. Hockenheim, donc Exactement, exactement. c'est très rapide. Et Senna râlait là-dessus justement. Il trouvait que les cônes enfin niveau sécurité, il y avait mieux. Et au final, le Balestre l'envoie chier. Et Senna va à la confrontation. Et non, c'est vraiment cette scène, c'est celle qui m'a le plus marqué dans le film. Après, ce qui m'a le plus dérangé aussi, c'est le fait que, bon, qui dit Senna dit forcément Prost. On connaît leur rivalité chez McLaren entre 88 et 89, puis après, quand Prost est passé chez Ferrari en 90. Et bon, bah, là, du coup, dans un documentaire qui s'appelle Senna, c'était forcément obligé que Senna soit élevé au rang de gentil, suprême, sans défaut, et que Prost soit le vilain petit canard qui va pleurer justement chez Balestre en 89 pour que Senna soit déclassé du Grand Prix du Japon et donc de ce fait perdre le titre. Et j'ai trouvé ça dommage justement, même si le documentaire s'appelle Senna, même si le pilote est mort tragiquement en course, on pouvait, enfin ça me choquerait pas du tout le fait que on dise bon ok Senna était légendaire, ok d'accord, mais il avait aussi ses défauts, voilà, il se croyait seul en piste, enfin voilà, Bah, c'est t'écoutes assez Ayrton dommage. Senna en conférence de presse lors des différents Grands Prix, les saisons 88, 89, 90. Il a des propos qui sont parfois très durs. Il regrette quasiment jamais ce qu'il fait sur Prost. Et c'est vrai que Prost, je crois qu'il s'en était plein à la suite du documentaire. Euh, il sentait trahi par comment ça avait été réalisé, parce que pour lui, on lui donnait le mauvais rôle, alors que Exact, oui. dans les altercations Senna-Prost, et notamment les deux à Suzuka, c'est Senna qui est en tort plus qu'Alain Prost. Ah, c'est sûr, là, c'est le Grand Prix du Japon 90, Senna est clairement fautif. Hmm. C'est lui qui est derrière Prost au départ, c'est lui qui l'empale. Après, Grand Prix du Japon 89, c'est assez nuancé. Euh, Disons que les deux ne se facilitent pas la tâche. Prost décide de fermer la porte en sachant que Senna va passer à l'offensive. Hmm. Senna, en voyant que Prost ferme la porte, préfère tenter coûte que coûte le dépassement plutôt que de ralentir et tenter au virage d'après, par exemple. Il pouvait le faire. Il l'a déjà fait en plus en 88, puisqu'il l'avait passé sur la ligne de Tout à départ-arrivée. fait. Donc au final, les deux se sont pas facilité la tâche, et puis bon, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Senna a préféré court-circuiter la chicane plutôt que de faire marche arrière. C'était interdit dans le règlement et donc il a été en toute logique déclassé pour ça. Hmm. Et bon, le deuxième documentaire sur l'histoire de la F1, c'est Weekend of a Champion, qui est un documentaire qui est sorti en deux parties. Parce que la première est sortie, donc c'est un documentaire de Roman Polanski. Donc voilà, est-ce que il faut boycotter un film par rapport à son auteur? Je ne sais pas, mais La bon. question mérite d'être posée. Exactement. Moi, je le boycotte pas, ce film-là, mais d'autres le font et je ne leur crache pas dessus. Euh, et donc, c'est un film sorti en deux parties. Une première partie en 72, donc 3 ans après le tournage, puisque c'est sur le Grand Prix de F1 de Monaco 1969. Et ça a été réédité en 2013 avec des scènes filmées en 2011 qui ont été rajoutées. Donc, si vous voulez, c'est Roman Polanski qui parle de son ami Jackie Stewart, qui est en route vers son premier titre de champion du monde. Et donc qui échange avec lui sur comment on se prépare euh, sur un week-end de Grand Prix. Donc c'est vachement intéressant parce que comme c'est Monaco, c'est d'habitude les pilotes, surtout à cette époque-là, c'est des Grands Prix qui sont parfois en forêt, qui sont dans des lieux où il n'y a pas grand monde.
donc ils peuvent facilement se faufiler, se concentrer. Là, à Monaco, c'est pas possible. Et c'est ce que dit Jackie Stewart, où il explique que Monaco, non seulement sur la piste, il faut aller le moins possible, mais dehors, il faut sortir le moins possible aussi dans la rue. Il faut rester le plus longtemps possible à son hôtel pour pas perdre de l'influx, pour toujours rester dans un cocon. Et que lui déteste Monaco parce que c'est oppressant et que là, il n'aime pas l'ambiance autour du Grand Prix. Et c'est un film tourné comme un échange en fait entre les deux. Et ils reviennent dessus du coup en 2011. Et ils reparlent de cette époque-là, de ce qui a changé 40 ans plus tard. Et c'est un film assez sympa à voir parce qu'il permet déjà de voir comment était la F1 à Monaco à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stand, on était en bord de piste pour faire les arrêts. Exact. Et ce qui était extrêmement dangereux. Et ça permet aussi d'avoir le regard que portaient Jackie Stewart et Ken Tyrrell, le patron de l'équipe, sur le jeune François Sévère, qui venait de débuter en F1. De voir les prédictions qu'il porte sur la suite de sa carrière. Donc Sévère qui est mort en 73 aux États-Unis, à Watkins Glen. C'est ça, oui. Je crois que c'est ça. Ouais, C'est ça, bien ouais. ça. Ouais. Et du coup, comment ils en parlent pour la suite de ses carrières, quand tu sais le destin tragique de Sévère juste après, bah c'est assez. Enfin, c'est pas attendrissant à regarder, mais ça fait quelque chose quand même. Et c'est un film qui parle quasiment que du Grand Prix de Monaco, même pas du reste de la saison. C'est vraiment comment se préparer pour Monaco. Et en fait, le parallèle qu'ils font avec 2011, c'est que 40 ans plus tard, en fait, tu as toujours les mêmes problématiques sur la piste, c'est-à-dire de toujours être. Et d'ailleurs, ils font des tournages en bord de piste où ils regardent passer les GP2 et les F1, et où Stewart décrit la conduite de chaque pilote, qui est assez sympa, où il explique que faut toujours être le plus lent possible, faut épouser les murs, faut jamais être trop sur l'accélérateur. Et il explique que c'est de pire en pire au niveau de l'exposition extérieure et que tu peux de moins en moins te balader librement sur la piste, t'imprégner de l'atmosphère du circuit parce que tu as tout ce qu'il y a autour qui te pompe de l'influx. Donc ouais, moi c'est un film que j'ai bien aimé. Après je sais pas toi, mais moi j'ai bien aimé ce film-là. Oui, j'ai trouvé ça sympa aussi. C'est assez complet. Ça parle vraiment juste du Grand Prix de Monaco et pas, comme tu as dit, pas des à côté de la saison, mais ça reste quand même très intéressant à regarder en tant que fan de sport auto. On a toujours ce petit intérêt sur justement comment c'était dans le Tout à fait. passé. Puis surtout dans le passé, les pilotes étaient vraiment différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, ils étaient préparés à affronter la mort. Et puis du coup, ouais, c'est assez intéressant de les voir, même en dehors Ouais, de la piste, parce que du coup, Stewart, c'est tout le week-end quoi, donc on prépare le Grand Prix avec lui. c'est exactement, oui, voilà. C'est pas vraiment Stewart qui conduit, c'est aussi Stewart voilà, qui est à l'hôtel. Au moment, il fait un tour de circuit avec Polanski, justement, dans une voiture Mm. de série. Donc, il explique à Polanski les trajectoires et ouais, non, c'est très intéressant. Eh bien, je pense qu'on peut passer au film principal, celui qui nous intéresse le plus. Rush. Donc Exactement. Rush, c'est l'histoire de la saison 1976 et de la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt. Et donc pour expliquer cette rivalité, on revient un peu en arrière à 1971 ou 1970, je sais plus quand est-ce que commence le film, je crois que c'est 71. Alors le film, déjà l'ouverture est sur le Grand Prix d'Allemagne Tout à 76, fait. qui est, qui est le théâtre du terrible accident de Niki On y Lauda. reviendra après. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Et alors le film commence, si ma mémoire est Je crois que bonne, c'est ouais, 1970. au Je crois que c'est cœur des 1970. 1970 exactement, en Formule Exactement, à 3. Crystal Palace. Euh, voilà, bon, donc là déjà le film est assez romancé parce que il diffère un peu de la réalité. Alors, dans le film, Lauda et Hunt se rencontrent une première fois en Formule 3. Ils s'accrochent et perdent la course. Alors qu'en réalité, Hunt s'est bel et bien accroché dans une course de Formule 3, mais pas du tout Voilà, avec donc Lauda. Bon, on peut laisser passer ça. C'est vrai que une grosse partie du film est romancée, mais Ron Howard, donc, qui a dirigé le film, reste quand même fidèle à la voilà, réalité. j'allais t'amener là-dessus parce que tu es assez pointilleux sur l'histoire de F1. Ouais, c'est Tu, sûr.
tu quand même diriges Formule Moyen, site pointilleux parmi les Merci, pointilles. merci. Ah bah toujours, Et, toujours. J'essaye d'être et toi précis. qui est un bon historien de ce sport, est-ce que ça t'a dérangé l'aspect, toutes les différents anachronismes qu'il peut y avoir dans ce film? Donc tu as parlé de la F3, il y en a Bah, d'autres. exactement, exactement. La première fois que je l'ai vu, donc c'était au cinéma quand il est sorti en 2013. J'étais tellement heureux d'enfin voir un film qui parle du sport que j'aime tant que bon, j'ai laissé passer certains trucs où j'ai préféré fermer les yeux. Ensuite, bon, évidemment, comme c'est un film que j'aime beaucoup, je l'ai revu plusieurs fois. Et ouais, il y a vraiment des trucs qui me choquent et au final, je peux vraiment pas passer à côté. Par exemple, un truc tout con, hein. Euh, donc c'était l'entame de la saison 73. Loda vient de signer chez BRM et ils font une séance d'essai au Paul Ricard. Sauf que quand on voit la piste, c'est clairement pas le Paul Ricard, la piste est C'est bosselée, Brandzatch. super étroite, et c'est Brandzatch bien sûr. Après, je peux comprendre que ils aient pas tourné sur le Paul Ricard, parce que le Paul Ricard de 1973 n'a rien à voir au Paul Ricard d'aujourd'hui. Mais bon, tant qu'à faire, autant dire que ok, on est à Brandzatch, on fait une séance d'essai à Brandzatch, plutôt de dire on est au Paul Ricard. Enfin, bon, c'est j'ai pas réellement compris. Après, il y a d'autres trucs aussi, par exemple, quand Loda signe chez Ferrari, alors ils le font signer soi-disant 75 alors qu'il signe en 74. Loda conduit directement la 312T, normalement c'est la 312 B3 74. Ensuite, Hunt débarque en F1 en même temps que Loda, normalement c'est faux, il débarque plus tard que Loda. Et surtout, Hunt débarque avec une SKF 308C flambant neuve. En réalité, c'est comment sur une marche 73-1 au Grand Prix de Monaco, justement. Et enfin bon, c'est vraiment, à dire c'est pas grand chose, mais c'est ces petits détails qui au final font pas vraiment apprécier Oui, et puis le film. c'est la même chose pour Niki Loda, parce qu'ils le font commencer sur une BRM, alors qu'il a fait 1 an et demi sur March, enfin 1 an plus une course avant Exactement, sur March. exactement. Donc c'est pareil, c'est des petits anachronismes quand quand tu connais un peu l'histoire entre les deux, ça te fait un peu tiquer. Après, si on revient sur la saison 76 en elle-même, là-dessus, ils sont assez fidèles. Je trouve que le film et les images sont plutôt bien faites d'ailleurs. La partie à Monaco est Exactement, oui, faite oui. en images de synthèse et c'est plutôt sympathique. Et, parce qu'ils ont refait le Oui, Monaco de oui, c'est l'époque, sûr. du coup. Et jusqu'à Ouais. l'accident au Nürburgring, qui je pense est la scène marquante, mon cher. Et oui, exactement. Bah, déjà, ils ont utilisé les vrais fins Oui. de l'époque, de la saison 76. Donc, il y a la M23 pour Hunt et il y a la Et puis les F1 312T2 autour pour sont des F1 de Loda. 76 aussi. Exact. Il me semble avoir lu qu'il y avait quelques F5000 transformés. Oui, mais ils mettent pas de modèle de Mais 75 ou de 77. Enfin, c'est. ah non, 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 pas du tout. C'est vraiment les Hmm, modèles de 76. Il y a la Tyrrell P34 6 roues. Il y a la Lotus 77 d'Andretti. tout à fait. Il y a la March de Brambilla. Enfin bon, on voit vraiment. Même si le cœur du Je scénario est crois autour de Hunt et Loda, on voit plusieurs je crois que voitures. c'est des. Alors, je me trompe peut-être, mais j'avais lu ça que les F5000 transformés, c'était pour faire les Copper Sukar et une autre marque, peut-être les Ligier. Les C'est peut-être les fameuses, mais c'était c'est- pour refaire la forme des Ligier de les JS5. c'est- c'est possible, c'est possible, oui. Toujours est-il que, bon, au final, c'est pas pour faire les Oui, McLaren ou les exactement. Ferrari qui vont occuper Ni 90% même les du Tyrrell temps et les d'écran. Lotus qu'on voit devant, enfin toutes celles qu'on voit devant, c'est les vrais. Exactement, oui. Et donc, du coup, donc oui, la, la péripétie principale de ce film, le Grand Prix d'Allemagne 76, disputé sur le Nürburgring. Niki Lauda est dans le cœur du peloton, sur un circuit qui est un petit peu détrempé. Il pleut pas, mais le circuit n'est pas non plus optimal niveau grip. Et donc du coup, au deuxième tour de course, quelque chose casse sur la voiture. Même, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, même encore aujourd'hui. Mais dans le film, on voit un morceau de suspension cassé, il me semble. Et donc du coup, dans un virage à haute vitesse, la Ferrari de Loda quitte soudainement la piste et va s'écraser contre le rail et s'enflamme instantanément.
Et donc là, c'est vraiment fidèle à la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et Loda reste prisonnier de sa voiture. Son casque quitte, quitte la tête de Loda sur la force de l'impact. Et il aura fallu plusieurs pilotes courageux, donc je pense à Arturo Merzario, à Emerson Fittipaldi, à Harald Earp, Guy Edwards aussi. Et donc c'est ces pilotes-là qui vont extirper Loda du brasier. Et Loda est immédiatement transporté à l'hôpital. Le prêtre lui donne même l'extrême onction, parce que vraiment on pensait Loda fini. Et au final, eh bien, il survit et il se réveille. Et cette partie-là, et d'ailleurs, tu vois qu'elle a été bossée par Ron Howard, parce que c'est à l'époque, donc c'est le Nürburgring qui fait 25 km, l'ancien tracé, et à cet endroit-là, il n'y a pas de caméra, et les seules images qu'on a de l'accident, c'est les images tournées par une Super 8 d'un spectateur, et pendant le crash, Exactement. tu vois à un moment un plan sur un spectateur qui tourne en Super 8. Exactement, oui, c'est vrai, c'est des petits soucis du détail Exactement, très et plaisants. Caron Howard sur ce film, et c'est très pointueux. Et du coup, toute la partie après, avec tous les soins à l'hôpital, ça te montre un autre aspect. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film a été tourné avec l'accord de Niki Loda, qui a aidé à écrire certaines parties. Et donc, ça renforce le côté historique de certaines scènes, notamment dans cette partie-là où il se voit mourir, où il. C'est ça. Autant il y a certaines parties qui sont assez romancées, Ouais, autant la partie Loda, l'accident et même le processus de comment réhabilitation. dirais-je, de soins, de réhabilitation, voilà, exactement. Ça, c'est vraiment fidèle à la réalité. Et puis même, c'est tellement incroyable que tu peux pas surjouer ça. Tout à fait. Et puis, bah, du coup, bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de la 176, déjà, on vous conseille d'aller voir le film. Exactement. On va pas spoiler, bien sûr. Exactement, on va pas spoiler, mais voilà, juste Loda revient en très peu de temps, alors que théoriquement c'est impossible, et ça nous permet d'avoir la grande bataille finale entre les deux, puisque pendant que Loda était absent, Hunt a récupéré des points, et on se retrouve dans les derniers Grands Prix avec la bataille entre les deux qui luttent pour le titre de champion du monde. Et sur cette partie-là, c'est plutôt fidèle, c'est pas mal fait, avec une dernière scène qui est. C'est vrai que la dernière scène, bah, c'est simple, à chaque fois que je la vois, j'ai les frissons. Je suis pareil que toi. Ah, exactement. En fait, pour expliquer brièvement, c'est un dernier, un ultime dialogue entre Hunt et Loda. Loda voit Hunt partir dans son jet privé, et puis après il y a une voix off qui reprend, qui raconte un peu que Hunt a eu un style de vie assez festif, et puis qui est mort jeune, hein, à 43 ans je crois, quelque chose 45 comme il me ça. semble. Et puis il me semble, Ouais. dans la quarantaine. Et puis après, la voix off, en fait, on se rend compte que c'est celle de Niki Loda, et puis après le dernier plan, c'est Niki Loda aujourd'hui, donc 70 balais. Et donc, ouais, ça, vraiment, ça remue les Et tripes t'as, quand on voit t'as la ça. musique d'Hans Zimmer derrière qui est- Exactement, oui. la Excellente BO est très très BO bonne, hein. de Hans Zimmer Très pour ce très film. bonne. Et Ouais, ouais. puis, ouais, t'as toute cette partie-là où en fait, le Nicky actuel porte un regard attendri sur le James Hunt de l'époque et te raconte qu'en fait, bah, un de ses héros, c'est lui. Alors qu'ils étaient rivaux parce que c'est un mec qu'il aurait toujours voulu être. Même si c'est Exactement, oui. quelqu'un qui est mort jeune, c'est quelqu'un qui a énormément profité et qui était la rockstar de la F1 et peut-être la plus grande rockstar de l'histoire de la F1. Peut-être. Exactement. On peut aussi parler du cast. Oui, tout à fait. Alors, celui qui joue James Hunt, eh bien, c'est Chris Hemsworth, qu'on connaît aussi sous le nom de Thor au cinéma. D'ailleurs, il me semble que il tournait Rush en même temps qu'un Avengers ou un Thor ou quelque chose comme ça. Et bah, je pense qu'il fait un James Hunt assez convaincant, même si bon, il lui ressemble pas vraiment physiquement. Il a ce seul trait qu'il partage avec Hunt, bah, c'est sa crinière blonde, mais il fait un bon Hunt, je trouve, même s'il lui ressemble pas. En revanche, Loda est incarné par Daniel Brühl, et là par contre, c'est vraiment un. Enfin, j'aurais pas fait mieux choix Ouais, pour un c'est un Loda, quoi. C'est copier-coller, c'est vraiment un copier-coller de parfait. lui et il arrive à reprendre ses mimiques, à avoir son accent pour ceux qui le regardent en VO. L'accent de Niki Loda quand il parle anglais, c'est quelque chose de. C'est un accent d'Autrichien qui parle anglais, donc c'est absolument ignoble. Et en fait, il arrive à reparler de la même façon Exactement. et
il rentre dans le personnage et t'as l'impression, quand tu regardes des photos de Loda de cette époque-là, t'as l'impression que c'est la même chose, quoi, que l'incarnation de Daniel Brühl, qui est un très bon choix, tu as raison. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de Rush. Avant de se séparer, je pense que on peut parler d'un dernier film sorti en 66, film de John Frankenheimer, Grand Prix. Je te laisse en parler. Alors, bah, personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu juste quelques scènes ça et là sur YouTube. Alors, c'est un film, un espèce de drame, encore une fois, mêlant sport auto et histoire d'amour. Et donc, bah, il y a Yves Montand d'ailleurs dans ce film, qui joue le rôle de Jean-Pierre Sarti, pilote automobile. Et donc, du coup, ce qui est bien avec ce film Grand Prix, c'est qu'il a été tourné euh, vraiment au cœur de la saison 65, je crois, du coup, de Formule 1. Et en fait, on a des plans vraiment. On a l'impression que ça a été vraiment filmé au milieu d'une course. Alors en fait, il me semble qu'il y avait plusieurs caméras installées sur une Ford GT40. Et derrière, il y avait plusieurs Formule 1 qui se doublaient. Et même des caméras installées sur des monoplaces qui, quand même, pour l'époque, est une belle prouesse technique. Et en fait, ce qui est intéressant dans le film, bon, c'est un film qui mélange histoire d'amour et sport auto, comme on l'a déjà dit. Et bon, les plans où les pilotes sont hors des F1, on peut oublier. Ce qui est vraiment intéressant, c'est voilà, les plans, les caméras embarquées. On voit par exemple Graham Hill qui nous fait un tour de circuit de Monaco. Il y a des plans avec Jackie Stewart aussi sur BRM. Et il y a plusieurs circuits d'ailleurs. On a Monaco, on a Zandvoort, on a Monza. Et d'ailleurs, on a même l'anneau de vitesse de Monza, donc en configuration 10 km. Et donc, je peux vous le conseiller d'aller le voir. Ou alors même d'aller sur YouTube, vous tapez Grand Prix 1966 et vous prenez une vidéo avec une caméra embarquée. Voilà, vous en avez pour plein les yeux, plein les Ouais, oreilles, je pense et que c'est tout le parti. monde enfin tous les passionnés de F1 ont au moins vu une de ces caméras vidéo, notamment celle de Hill à Monaco, qui est souvent illustrée dans toutes les compilations F1 qu'on peut trouver. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent et qui permet d'avoir un on-board de l'époque, ce qui est plutôt très rare. Exactement, Bah, si on résume, du coup, regardez Rush, c'est très bien. exactement. Re- Regardez Rush, absolument regardez regardez Senna et Rush. Weekend of the Champion, c'est bien. Regardez Exactement. Driven, parce que c'est rigolo. Regardez Regardez Cards, Driven, parce que parce que c'est c'est beau. très drôle. Et puis le reste, Exactement. ne regardez pas. Ne Ne regardez regardez pas pas du du tout tout, voilà. tout ce qui est Jour de tonnerre, la coccinelle revient, ou Bon, si vous aimez Tom Cruise, à la oui. limite, on vous autorise à regarder Jour Mais de tonnerre, bien ne sûr. regardez pas Michel Vaillant, lisez Michel Vaillant. Exactement. Ouais, Lisez plutôt que... c'est ignoble ce film. Mon cher Aurélien, je t'en remercie. Écoute, plaisir partagé, tout le plaisir est pour moi. Et puis, écoute, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Multi 21. Tout à fait, au revoir.